Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, les participants sont en mode écoute. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la fonction de dialogue à l'écran. Je cède à présent la parole à votre animateur, Bill Callery, responsable principal de l'innovation à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Bill Callery, merci et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Des services de santé axés sur la valeur, opérer des innovations prometteuses dans le contexte canadien. Je constate que vous avez déjà commencé à vous présenter dans la boîte de dialogue. Alors nous espérons que vous continuez de le faire. Je suis heureux de voir que nous avons des noms qui nous sont familiers et de nouveaux noms également. Alors, je souhaite commencer ce webinaire en reconnaissant que nous nous réunissons sur une terre habitée depuis des millénaires par les peuples autochtones. En particulier, nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire à partir d'Ottawa, qui est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec cet endroit, ainsi que l'occasion de se réunir ici aujourd'hui. Nous reconnaissons également que nous avons 400 personnes inscrites d'un océan à l'autre. Je vois déjà 70 personnes en ligne déjà. Je suis Bill Callery, animateur et responsable principal de l'amélioration à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est la deuxième édition d'une série de webinaires en ligne sur les soins axés sur la valeur. Si vous ne vous êtes pas encore présenté, veuillez le faire dans la boîte de dialogue. Cela se trouve du côté droit de votre écran. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée ainsi qu'une boîte de dialogue entièrement bilingue. Si vous participez actuellement en anglais et que vous préférez participer en français, veuillez nous le faire savoir en utilisant la boîte de dialogue. Tout au long du webinaire, vous pouvez envoyer vos questions au moyen de la boîte de dialogue. Nous nous arrêterons entre les exposés pour prendre quelques questions et nous avons mis de côté 15 minutes à la fin du webinaire pour une période de questions. N'hésitez pas non plus à partager des liens et des ressources qui pourraient intéresser les autres dans la boîte de dialogue. Et enfin, pour ceux qui êtes sur Twitter, nous avons un mot-clic pour vous, vous le voyez à l'écran, VBHC Webinars, et donc vous pourrez suivre la conversation sur Twitter. Alors, quelques mots sur la FCASS, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un organisme sans but lucratif financé par le gouvernement fédéral et notre objectif est de réaliser davantage d'améliorations de services de santé pour un plus grand nombre partout au Canada et qui soient pérennes. Nous le faisons de 4 moyens complémentaires. Le premier étant de nous attaquer à des problèmes connus pour lesquels on a besoin de solutions en trouvant des innovants qui pourront catalyser les efforts de l'amélioration de la santé. Un autre pilier sur lequel on consacre beaucoup d'efforts sont les innovations éprouvées. Par exemple, comment gérer les maladies chroniques. Ici, nous travaillons avec des partenaires comme les patients et leurs familles afin de diffuser, de mettre à l'échelle les innovations éprouvées. Enfin, troisième pilier, l'amélioration de la capacité, entre autres par l'entremise du programme Force. Et ensuite, le dernier pilier, la transformation. Comment démanteler les obstacles à la transformation. Voici où s'inscrit notre travail pour SSAV. Alors, si vous vous intéressez à ce qu'on fait, commencez par notre site web, vous y trouverez beaucoup de renseignements. De nouveau, pour ceux d'entre vous qui vous joignez à nous, je suis Bill Callery, et à ce stade, je suis vraiment emballée de vous présenter nos 3 conférenciers de marque, Jennifer Zellmer, Paul Larchevêque et Eric Sandy. Jennifer Zellmer est présidente et chef de la direction de la Fondation. Elle travaille à l'amélioration des services de santé depuis longtemps et enrichit la Fondation de son expérience en matière de diffusion et de mise à l'échelle des innovations grâce à ses expériences antérieures. Elle a été rédactrice en chef de Healthcare Policy et professeure auxiliaire à l'Université Victoria. De plus, elle siège à plusieurs comités consultatifs. Jennifer Zellmer présentera un aperçu global des services de santé axés sur la valeur, ou SSAV, ce que c'est, ce que ce n'est pas, et certains critères pour le choix d'initiatives en ce sens.
Nous vous encourageons à prendre connaissance de la première édition de cette série de webinaires et des études de cas qui se trouvent sur notre site web. D'ailleurs, nous mettrons des liens vers ces choses dans la boîte de dialogue. Notre deuxième invité est Paul Larchevêque. Paul a été nommé tout premier dirigeant de l'innovation du ministère de la Santé et des Services sociaux au Bureau de l'innovation. Il a une maîtrise en neurophysiologie de l'Université de Montréal et a joué un rôle important dans de nombreux développements de premier plan dans le domaine des sciences de la vie au Canada. Il a été PDG de Génome Québec pendant 8 ans et possède une vaste expérience dans le secteur pharmaceutique privé. Monsieur Larchevêque est également associé principal chez Cap Cogito, une société de conseil fournissant des services pour l'intégration de l'innovation dans les secteurs de santé publique et des services sociaux. Paul Larchevêque se servira des critères d'évaluation SSAV qui seront présentés par Jennifer Zelmer pour présenter des outils ministériels utilisés par le Bureau d'innovation du Québec afin de préparer ces innovations à leur mise en œuvre. Notre dernier conférencier sera Eric Sandy, président du service de santé Médavie. Médavie est un endroit où Eric Sandy dirige une équipe de professionnels de la santé qui fournissent des services médicaux d'urgence en dehors de l'hôpital. Il a une longue expérience dans la surveillance à domicile, les technologies et services en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Et il a une longue expérience également au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Il participe à un certain nombre de conseils d'administration, dont le nôtre ici à la FCISS. Eric Sandy décrira le modèle du Nouveau-Brunswick et mettra en valeur les ententes de financement qui sous-tendent son initiative. Alors, bienvenue et merci à tous d'être des nôtres. Je cède à présent la parole à vous, Jennifer Zelmer. Jennifer Zelmer, merci Bill. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Alors, comme le disait Bill, je vais vous donner un aperçu des soins de santé axés sur la valeur pour vous donner un peu de contexte par rapport à notre conversation, à savoir comment divers organismes, secteurs du pays mettent ces principes en application. Alors, il y a bien des moyens de décrire les systèmes de santé partout au pays. Et une chose que l'on peut certainement dire, c'est que le système de santé n'est pas simple. D'ailleurs, il n'est pas complexe, il n'est pas compliqué, il est plutôt complexe. Il y a beaucoup de compétences qui permettent de gérer ce genre de système. Entre autres, il faut penser aux règles simples que divers joueurs d'un réseau peuvent utiliser pour coordonner afin d'arriver à des objectifs communs. Alors, ces règles sont relativement simples, mais simple ne signifie pas forcément aisé. Il s'agit de trouver des moments phares qui permettent de faire boule de neige. Alors, pour les fins de ce webinaire, nous nous sommes servis de la définition de Porter Teasdale qui compare en fait les résultats importants pour les patients par rapport au coût du cheminement du patient. C'est ce qui nous permet, ensemble, de réfléchir à ces deux facteurs, c'est-à-dire les choses qui importent pour les patients au final, les choses qui permettent de se concentrer sur ce qui est le plus important, et pas seulement l'expérience du patient, mais plutôt tout un épisode de soins ou toute une série d'expériences de soins. Cela nous permet de nous concentrer sur les résultats plutôt que, par exemple, sur des chiffres, du nombre de choses qui sont faites ou des choses particulières qui permettent de réaliser ces objectifs et parfois les ratent complètement. Alors, les soins de santé fondés sur la valeur sont un concept qui existe depuis longtemps, qui a porté divers noms, qui a pris diverses formes, mais qui prend de plus en plus d'importance afin de se concentrer sur ce qui importe pour le patient. Vous avez, entre autres, le Forum économique mondial qui estime que cela peut livrer des résultats considérablement améliorés à un coût considérablement plus faible. Mais si vous voulez davantage de renseignements sur les soins de santé fondés sur la valeur et que vous savoir quelles sont les bases de
ces principes, je vous invite à consulter notre site web, mais il faut aussi comprendre ce que ne sont pas les SSAV. Il ne s'agit pas de limiter les coûts. Il s'agit plutôt de comparer, c'est-à-dire regarder la différence relative entre un changement qui importe pour le patient et le tout global de son cheminement. Ce n'est pas non plus une partie des coûts, une période de temps dans un séjour hospitalier ou un composant d'un épisode de soins. Non, plutôt, il s'agit d'examiner tout l'épisode ou alors, dans certains cas, toute la série d'expériences de soins d'un groupe de population. Par exemple, les gens qui ont une MPOC avancée. Il est également important d'indiquer que ce n'est pas la même chose qu'un modèle de rémunération à l'acte qui dit si vous faites X, vous obtiendrez Y. Car ce sont généralement des modèles qui se concentrent sur les processus, non pas les résultats de soins. Et de plus en plus, les gens pensent aux soins de santé axés sur la valeur de manière très générale. On pourrait inclure les services sociaux, le logement ou d'autres éléments qui contribuent aux résultats qui importent pour le patient. Alors maintenant, comment y parvenir? Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites à l'échelle de la planète. Voici la version très résumée de ce qui était identifié dans ces études par rapport aux facteurs favorables au SSAV. Si les études vous intéressent, vous trouverez tous les liens dans les documents associés à ce webinaire. Alors, quels sont les facteurs favorables? D'abord, d'avoir des contextes politiques et institutions favorables. Donc, le cadre, si vous voulez, qui rendent l'axe résultat plus facile et les résultats qui importent pour le patient plus visibles. Ensuite, il faut savoir évaluer les coûts et les résultats, surtout si on ne sait pas quel est son point de départ. Et de plus en plus, on s'intéresse aux comparaisons de diverses options. Un autre facteur favorable des SSAV sont les parcours de soins et l'intégration. Alors, du travail a déjà été fait pour comprendre les épisodes de soins, pour comprendre comment les gens évoluent le long d'un cheminement de soins, évoluent dans divers éléments du système, vivent des expériences différentes par rapport à ces aspects du soin. Plus c'est facile donc de présenter les soins de santé axés sur la valeur. Et enfin, les encouragements ou approches de paiement fondées sur les résultats. Alors, évidemment, beaucoup de gens qui se concentrent sur les SSAV n'ont pas forcément ces facteurs favorables en place. Or, c'est un bon point de départ de commencer à y réfléchir pour se faciliter la tâche. Alors, bien que les exemples internationaux sont peut-être mieux connus, il existe des exemples bien canadiens des services de santé axés sur la valeur. Vous entendrez parler d'ailleurs de ces exemples un peu plus tard. Mais si vous cherchez davantage de résultats, vous trouverez dans les profils de cas toute une série d'exemples. Dans certains cas, on peut avoir un financement lié aux résultats, qu'il s'agisse de modèles de paiement mixte ou alors des liens entre les mesures de résultats et le financement reçu. Vous verrez aussi, entre autres, des obligations à impact social. L'exemple le plus connu au Canada est sans doute celui fait par la Fondation des maladies du cœur. Il s'agit d'un programme à plus long terme qui nécessite peut-être un peu plus de préparation avant d'avoir un résultat. Donc, on peut penser à des questions de type populationnel ou préventive qui ont un horizon temporel un peu plus long avant de voir le résultat. De plus en plus, on constate un approvisionnement fondé sur la valeur, où on partage les risques et les gains. Il y a un certain nombre d'exemples dans le domaine pharmaceutique, mais également, pour ceux d'entre vous qui avez participé au premier webinaire, vous auriez vu l'exemple de l'Ontario,
où on a commencé à s'intéresser davantage aux résultats du patient et de se servir de cela pour informer l'approvisionnement et le lier ensuite à l'élément partage de risque et de gain. Dans ce cas-ci, il s'agissait de patients cardiaques. Donc, si cela vous intéresse, peut-être consulter les archives du premier webinaire ou consulter les profils qui sont sur le site web. D'autres exemples nous intéressent toujours. Donc, si vous avez des exemples auxquels vous participez, n'hésitez pas, saisissez-les dans la boîte de dialogue. Cela nous donnera un tremplin pour lancer le dialogue aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé au prochain élément de notre travail. Il y a un certain nombre de groupes partout au Canada qui se demandaient par où commencer. Ou alors, si on s'intéresse déjà aux initiatives SSAV, comment évaluer notre degré de préparation et les risques d'une initiative de service de santé axée sur la valeur? Quelles sont les choses que l'on puisse faire pour atténuer ces risques? Cela s'applique également dans le secteur public, mais aussi à ceux qui sont des fournisseurs dans le service de santé, si on s'intéresse entre autres à l'approvisionnement fondé sur la valeur. Alors, on a organisé une journée de conception pendant l'été et on a demandé à des gens qui participaient à des initiatives prometteuses de SSAV quelles étaient les choses importantes à envisager pour évaluer leurs risques potentiels et aussi évaluer son degré de préparation. Depuis, on a mis certains de ces critères à l'essai. Ici, vous voyez 12 critères qui ressortent beaucoup dans les travaux que nous avons faits. Cela dit, vos réflexions sont les bienvenues. Alors, en voici seulement quelques-uns qui peuvent vous intéresser, mais les outils de notre site web vous intéresseront également. D'ailleurs, nous avons l'intention de rajouter à ces ressources. Alors d'abord, des indicateurs significatifs. Il y a deux aspects à cela. Significatif signifie que le travail a été fait pour comprendre ce qui est important, quels sont les résultats qui sont importants pour les patients et leurs familles. Et ensuite, traduire cela, l'appliquer en mesure, de sorte que l'on puisse évaluer les changements au fil du temps, ou des comparaisons au fil du temps. Une fois que vous avez des mesures, vous avez aussi besoin de données. Alors, évidemment, et si vous avez déjà des mesures qui sont rigoureuses et comparables, c'est plus facile. Mais c'est un domaine qui pourra vous intéresser. On a aussi entendu que la clarté de la portée était importante. Donc, savoir pour quel groupe de personnes on fait ces travaux et pour quel type de résultats on fait ces travaux. De sorte qu'il y ait une capacité à cerner un cadre autour des coûts qui seront évalués. Ça peut vous paraître évident, celui-ci, mais ce n'était pas forcément le cas au départ. C'est pourquoi on nous a encouragé à l'inclure dans l'évaluation. Et ça, c'est l'impact concret. Donc, veillez à ce que l'effort que l'on consacre dans la conception et la prestation de ces initiatives cible effectivement un endroit où il y a des possibilités importantes de changer le ratio de valeur pour le patient par rapport au coût pour tout le parcours du patient. Ensuite, vous verrez d'autres domaines qui ont été identifiés. Certains sont des domaines classiques pour toute initiative de changement. En leadership clinique, avoir des ressources affectées à l'initiative, c'est très important. Ici, on ne parle pas seulement de l'argent, mais aussi des ressources humaines et financières. Donc, pour ne pas faire les choses en dehors des heures de bureau. La perméabilité entre les silos, ça, c'est une façon compliquée de dire que si vous regardez tout le parcours du patient, il y a généralement plusieurs organismes, plusieurs secteurs qui participent à ce parcours. Donc, il s'agit d'avoir la possibilité d'évaluer tout ce parcours et d'évaluer à la fois les coûts et les résultats le long de tout ce cheminement. Les politiques et structures de soutien, on en a parlé un peu plus tôt, donc des modèles de rémunération alignés. Ensuite, les modèles de paiement harmonisé, je disais la capacité ou les compétences pour mettre en œuvre les SSAV. Et, bon, les solutions éprouvées sont toujours plus faciles à appliquer.
on peut les adapter, mais par contre, des modèles d'innovation ouverte, parfois, peuvent davantage se centrer sur les choses qu'on ignore. Et tout ce que l'on souhaite évaluer, en fait, ce sont les résultats dans ce contexte. Et enfin, le temps pour atteindre ou réaliser la valeur, cela peut varier selon le type d'initiative. Bon, plus courte échéance pour l'approvisionnement, par exemple, et une échéance plus longue pour les obligations à impact social. Alors voilà, une introduction très rapide au concept clé des services de santé axés sur la valeur. C'était pour lancer la conversation. Et Bill, nous avons affiché ici des liens importants. Si vous voulez consulter d'autres ressources, nous vous le rappelons, elles se trouvent aussi sur notre site web. Nous venons d'afficher une série de profils des initiatives de SSAV canadiennes. Sur ce, je m'arrête pour voir si des questions ont été posées, Bill, et je vous rappelle d'ailleurs, si vous participez à ce webinaire, que vous pouvez saisir vos questions à tout moment. Bill Calery. Bon, j'ai 3 questions à l'écran. Bon, je sais que il y a des gens qui sont à Whitehorse au Yukon et qui doivent nous quitter bientôt. Première question nous vient de Patrick en Saskatchewan qui dit « J'essaie de m'intéresser davantage à l'amélioration de la valeur plutôt que le rendement sur le capital investi en Saskatchewan. Êtes-vous au courant de résultats qui apportent pour le patient et d'études par rapport à ces résultats? » Ensuite, quelqu'un s'intéresse au partage des risques en SSAV. Commençons par cela. Jennifer Zelmer. Eh bien, je pense que Paul, l'archevêque, pourra parler de ce qui se passe au Québec, mais ailleurs au pays, il y a toutes sortes de choses qui sont en cours. Certaines instances, par exemple, s'intéressent à des initiatives de SSAV par rapport aux médicaments. Il y a un certain nombre d'instances qui s'intéressent à certains types de modèles pour certains types de services. Et ensuite, d'ailleurs, je pense qu'on voudra parler Eric Sandy voudra parler de ce qui se fait en Atlantique. Alors, je pense que des améliorations importantes sont constatées, mais il faut comprendre que la mise à l'échelle est encore rare, et ça à l'échelle de la planète. Alors, nous pouvons apprendre de ces expériences et faire fond sur celles-ci. Maggie, par rapport à votre question, d'abord, heureuse de voir que vous êtes au bout du téléphone. Alors, il y a divers moyens de voir comment partager les risques et les gains dans l'évaluation de ce genre d'initiative. Du côté du financement, un modèle vous permettrait d'évaluer diverses combinaisons de financement. Alors, pas seulement, par exemple, les aspects chirurgicaux, mais les préparations à l'avance d'une chirurgie, le suivi, et en combinant ces modes de paiement, on peut voir quelles sont les approches qui pourraient nous permettre de partager des possibilités d'intervention précoce. Souvent, dans le modèle cloisonné, il faut payer pour des interventions précoces ou pour le suivi après une chirurgie. Et ce n'est pas le même groupe, donc, qui tire parti d'une réduction de coûts. Alors, de pouvoir combiner ces enveloppes de financement, donc soins actifs et non, vous permettrait de revoir les investissements nécessaires. Du côté de l'approvisionnement, il y a aussi un partage des risques et des gains. Même chose pour les obligations à impact social. Dans le cadre des obligations à impact social, généralement, ils sont conçus de sorte que les investissements sont faits d'entrée de jeu par les investisseurs dans l'obligation. Et ensuite, le rendement de ces obligations dépend du niveau de résultat obtenu. Alors, si
la réussite est plus importante qu'on croyait dans la prévention de l'hypertension, par exemple, dans la prévention des événements cardiaques importants, le rendement sera plus élevé que dans les cas où ce n'est pas le résultat que l'on escomptait. Du côté de l'approvisionnement, dans le cas de l'Ontario, on vous parlait d'interventions qui visaient les patients cardiaques. Ce qu'on voulait, c'était éviter une chirurgie subséquente. Donc, dans ce cas-là, le rendement serait davantage associé à la longévité de l'appareil. Donc, on partage le risque comme les avantages. Alors, j'espère que cela permet de mieux comprendre, mais si l'expérience de l'Ontario du côté cardiaque vous intéresse, je vous invite à consulter le premier webinaire car on avait expliqué dans le détail quels avaient été les résultats pour les patients. On avait d'abord déterminé quels étaient les résultats importants pour eux et établi les mesures selon ces résultats. Alors, Maggie nous indique que oui, cela répond à sa question. J'ai une série d'autres questions et d'observations qui nous proviennent dans la boîte de dialogue. Je vais les mettre de côté pour l'instant. Et je sais, Jennifer, que vous devez aller à des rencontres à Whitehorse, justement, au Yukon. Alors, nous allons céder la parole à Paul Larchevêque. Comme je disais, Paul Larchevêque est dirigeant d'innovation au Bureau d'innovation au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Paul, suite aux critères présentés par Jennifer, présentera les outils utilisés par le Bureau de l'innovation. Paul? Paul Larchevêque. Merci. Très heureux de prendre la parole. Je souhaite remercier la FCASS, Jennifer et Bill, de me donner l'occasion de partager certaines des choses que nous faisons à l'heure actuelle au Québec. Et donc, je vais rapidement présenter mes diapositives. D'abord, je commence par le mandat du Bureau d'innovation. Nous avons été créés pour accélérer l'accès à l'innovation. Comme dans bien des instances, nous ne sommes pas toujours rapides sur le plan de l'intégration de nouveaux outils et pratiques. Donc, il fallait faire quelque chose pour accélérer cette adoption. Et c'est l'objectif du bureau. Cela comprend tout type d'innovation sociale, organisationnelle et technologique. Donc, c'est assez vaste. C'est un petit problème, on essaie de résoudre cela. On a mis des choses en place pour nous attaquer à la problématique associée à l'étendue de notre mandat. Ce qu'on veut, c'est produire une grande valeur ajoutée pour le système. Cela nécessite une modification importante. En fait, une modification culturelle, un changement culturel. Et cela exige beaucoup de temps et d'efforts. Et donc, on veut contribuer à la pérennité du système de santé et de créer un environnement d'affaires favorable. Alors, ce sont les mandats que nous avons eus. Et même si ce n'est pas précisé ici, cela comprend des initiatives d'approvisionnement fondées sur la valeur auxquelles nous travaillons depuis un petit moment. Alors, qu'avons-nous fait avec cela? Eh bien, nous avons créé un outil qui est une approche de recours au plan d'affaires. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec cette approche? Eh bien, de donner un outil aux personnes innovantes, qu'elles viennent du secteur de la santé ou de l'industrie, de sorte qu'elles puissent parler un langage commun, plus facile à comprendre, et leur donner la possibilité de présenter de l'information crédible de manière percutante, de sorte que l'on puisse les évaluer de la manière la plus favorable possible. Alors, qu'avons-nous fait avec cette approche de recours au plan d'affaires? Eh bien, nous avons tâché de décrire l'importance du besoin et la pertinence de la solution offerte. Nous travaillons avec des trajectoires optimales. Vous allez voir des similitudes avec ce que présentait Jennifer Zellner. C'est un langage commun pour toutes les innovations que nous présentons. Et donc, on veut non seulement que la trajectoire soit décrite, mais également, plus précisément, les résultats, les avantages pour le patient, les avantages cliniques et les avantages pour le système de santé, les efficiences. On veut que ce soit clairement décrit.
Ensuite, on se pose des questions sur la faisabilité, la connectivité. Ce sont des outils qui existent déjà dans le système et le rôle de programmes qui sont souvent oubliés au tout début du processus et qui sont pourtant essentiels. Quelles sont les stratégies de remboursement et quels sont les avantages économiques démontrés favorisant le dynamisme du secteur des sciences de la vie au Québec et parfois aussi d'autres avantages économiques qui peuvent en découler. Les outils, enfin, le plan d'affaires est disponible dans les documents du webinaire, mais vous pouvez aussi l'obtenir sur le site web du ministère. C'est un document évolutif, alors il n'est pas coulé dans le marbre. La prochaine partie de mon exposé, je passerai en revue rapidement. J'étais à une conférence de la FCISS en août dernier dont on parlait, où on travaillait aux critères des services de santé axés sur la valeur. Et j'ai été frappée par la corrélation entre ces critères d'évaluation et le plan d'affaires. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les exemples, mais c'est un outil, d'ailleurs, il doit en exister d'autres. Je ne prétends pas que c'est le meilleur. Je dis simplement que c'est intéressant de faire cette corrélation, car ceci nous permet de confirmer, ici au Québec du moins, que selon la conversation qu'on a eue à la FCSS au mois d'août dernier, on n'est pas tellement loin de soins de santé axés sur la valeur et de l'intégration de ces concepts dans des environnements concrets pour nous aider à prendre des décisions. À gauche, vous avez les critères qui avaient été présentés par Jennifer. Alors, d'abord, mesure utile. Alors, nous avons ici extrait du plan d'affaires les exigences que nous comparons aux critères de la FCSS. Alors ici, on demande aux gens de parler de la prévalence, de la population cible, des coûts, de la perte d'efficience, de l'enjeu social et provincial, et ainsi de suite. Voici la base sur laquelle nous établissons les mesures. Du côté des données, des résultats et coûts, on leur demande quels sont les résultats escomptés. Donc, on parle des résultats pour le patient et le système. Et ensuite, quels sont les fonds nécessaires, quel est le budget nécessaire pour réaliser, pour atteindre ces résultats. Ensuite, on demande aux gens d'expliquer à quelle trajectoire leur initiative contribue. Ici, vous voyez la portée claire. Si on mettait en œuvre cette innovation, quel serait le parcours qui serait produit par l'introduction de cette innovation? Donc, on pourra les comparer, ce parcours futur au parcours actuel, de sorte que l'on puisse voir si les résultats sont différents, et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas présenter toutes les catégories, sauf deux autres. Je vais parler du leadership clinique seulement pour dire qu'on se sert des directives cliniques officielles du Québec, mais on les compare aussi à d'autres directives du Canada et d'ailleurs pour être sûr de voir comment on se compare à d'autres pratiques au Canada et ailleurs. Et je vais parler de la perméabilité, donc entre les silos, simplement pour introduire la notion du comité de priorisation. Ce comité est celui qui exécute le plan d'affaires. Donc, on demande aux agents d'innovation de présenter un plan au comité de priorisation qui est composé de décideurs clés au ministère de la Santé et des Services sociaux et du système de santé. Et c'est ce qui nous permet de donner une rétroaction aux agents de l'innovation de ce qu'ils mettront en œuvre, donc si jamais c'est approuvé. Alors, je ne vais pas, comme je disais, décrire tous ces critères. Vous les avez dans l'exposé. Vous pouvez les parcourir à loisir. Mais je répondrai à vos questions si vous en avez. Je passe à des perspectives complémentaires. On vous a présenté un plan d'affaires court, mais on a une version complète. Et bon, je parle ici d'un plan de
3 pages, c'est très efficient pour l'agent d'innovation et c'est très efficient pour le décideur. Mais si, après le court plan d'affaires, s'il est approuvé, on demande aux gens de proposer un plan d'affaires plus long, de 10 pages, qui se concentre davantage sur la mise en œuvre et pour veiller à ce qu'on comprenne tous les enjeux associés à la mise en œuvre. L'autre chose, c'est que du côté de l'intégration, le travail que l'on fait est assez bon, on a eu des réussites, on est content des progrès, mais du côté de la mise en œuvre, des défis de taille demeurent. Entre autres, comment diffuser ces innovations dans le système de soins de santé. La question de la diffusion et de la mise à l'échelle est considérablement difficile et ce n'est pas quelque chose qui sera résolu par ce processus et on le sait. Enfin, un point qui est un peu philosophique mais quand même très important, c'est que très souvent, l'innovation exige des dépenses et les efficiences produites ne se traduisent pas forcément en ce que j'appellerais des synergies monnayables. Il faut trouver un moyen de s'y attaquer parce qu'on ne peut pas constamment dépenser le budget du système de soins de santé. La dernière chose que je dirais, c'est que ce processus peut vous paraître un peu réactionnaire. Dans la première année de sa mise en œuvre, je vous le rappelle, on n'est en place que depuis 1 an. C'est la raison pour laquelle c'est un peu réactionnaire. On a reçu des innovations et on a essayé d'aider les auteurs de ces innovations à les mettre en œuvre. Maintenant, on essaie d'être plus proactif. On essaie de s'attaquer aux grands enjeux de la santé et on essaie de trouver des portefeuilles d'innovation ou de solutions plutôt qu'une solution à la fois. Et c'est ce à quoi on s'attaquera pendant l'année à venir. Je vais m'arrêter ici et répondre aux questions s'il y en a. Bill Callery, merci Paul. Pour ceux d'entre vous qui êtes sur le webinaire, nous avons inscrit des liens au guide de rédaction du plan d'affaires, mais aussi au cheminement d'un projet d'innovation, donc toutes les étapes. Nous avons une question de la part de Maggie pour vous, Paul. Comment vous attaquez-vous à la diffusion et à la mise à l'échelle, ce qui est un problème universel? Paul l'archevêque, comme je le disais il y a un petit moment, ce n'est pas encore un point fort pour nous. Nous devons y travailler. Mais pour le moment, ce que l'on fait, c'est qu'on fait une cartographie, un inventaire, si vous voulez, des innovations. Et on essaie de regarder qui travaille au même problème. On essaie de les réunir tôt dans le processus pour que l'on puisse mettre en place des solutions qui s'appliquent à plus d'un endroit. Et c'est ainsi qu'on espère pouvoir diffuser la pratique. On essaie aussi de prendre l'innovation et de prioriser les éléments de l'innovation pour la mettre en œuvre de manière plus efficace, mais il y a encore du travail à faire de ce côté. Bill Callery, merci. Quelques autres questions? Nous allons prendre une question et garder les autres pour la toute fin du webinaire. Donc une question qui vous est adressée, Paul, de la part de Kim. Comment gérez-vous plusieurs portefeuilles de solutions tout en empêchant un travail en courte pointe à l'avenir et davantage de silos? Paul l'archevêque, eh bien, il faut être flexible point de vue trajectoire. Parce que lorsque vous avez plusieurs trajectoires, et d'ailleurs j'aurais dû le dire plus tôt, c'est une trajectoire ou un groupe de trajectoires. On nous a dit très tôt dans le processus qu'il fallait veiller à avoir plusieurs enjeux de trajectoire ou de parcours d'entrée de jeu. Ce qu'on observe dans la pratique aussi, c'est que parfois, il y a des choses qui ne sont pas des trajectoires de soins, mais qui sont des transferts de solutions qui peuvent s'appliquer au système de soins de santé en matière pratique, si vous voulez. Par exemple, les solutions de technologie de l'information ne sont pas forcément faites pour le système de santé et donc on essaie de trouver un moyen de les adapter. On essaie de faciliter cette adaptation, même si on demande quels seront les avantages très clairs pour la santé à proprement parler. Bill Callery. Alors, je prends une dernière question. Je reviens sur ma parole. Peut-être qu'on pourra répondre à 2 questions d'un coup. Mélanie et Nadia ont des questions similaires. Une est, quelle est
une mesure incitative de partager l'innovation avec votre ministère et de Mélanie. Pouvez-vous nous donner un exemple de votre meilleure application de l'innovation jusqu'à présent? Paul Larchevêque. Eh bien, l'avantage, ou les avantages principaux, parce qu'il y en a plus qu'un, le premier est que vous obtenez une rétroaction des décideurs du système de soins de santé. Je me rappelle, lorsque je travaillais dans le secteur, dans l'industrie, un des enjeux, c'était souvent qu'on ne recevait pas de rétroaction, qu'on ne savait pas si on était dans la bonne voie ou non. Avec ce processus, on sait précisément où on se trouve. Parfois, on n'aime pas la réponse, parfois ce n'est pas la réponse que l'on veut, mais on sait quelle est sa situation. Et à mon avis, c'est très important pour les gens qui souhaitent innover. Ensuite, au fil du processus, parce que je vous rappelle que nous passons toujours par le comité de priorisation. Nous faisons beaucoup de travail avec les agents, les auteurs des innovations eux-mêmes, mais donc au lieu de présenter l'innovation à une personne, vous avez tout un comité de décideurs qui écoutent votre exposé d'un coup. Et ça mène à des conversations bien différentes, parce que si le responsable de la TI écoute les priorisations de la part du spécialiste qui cherche des résultats de santé, les enjeux sont différents ou présentés différemment. Donc, vous avez un collectif de décideurs qui donne à l'auteur de l'innovation une rétroaction beaucoup plus pertinente et favorable à l'innovation. Je vous donne un exemple, nous en avons beaucoup. Jusqu'à présent, nous avons reçu 30 projets au bureau par l'entremise du processus du plan d'affaires. Nous en avons reçu aussi par l'entremise d'un autre concours que nous avons créé, dont je ne vais pas parler parce que le temps file. Mais sur les 30, je vous donne un exemple, un projet qui change et les stents en cardiologie. Le travail a été présenté de manière spectaculaire et significative. Donc, le travail avait été fait à l'établissement. Une analyse économique était très approfondie. Et donc, nous sommes allés directement à la mise en œuvre de ce stent, de cette endoprothèse, partout dans la province. Bill Calorie, merci beaucoup. Alors, nous continuons. Nous allons prendre le reste des questions à la toute fin. Nous allons passer à l'exposé d'Eric Sandy, président directeur général de Services de santé Médavie, qui parlera davantage d'un profil de cas qu'on a sur notre site Web. La parole est à vous. Eric Sandy. Merci beaucoup, Bill, et merci à vous, Jennifer, et à la FCSS de me donner l'occasion d'en parler. Alors, je vais parler d'un exemple de cas réel, ici où on a créé ce qu'on appelle un modèle de soins de santé intégré pour le Nouveau-Brunswick. Alors, modèle intégré de soins de santé primaire au Nouveau-Brunswick. Je vous donne un petit peu de contexte par rapport à l'organisation au cas où vous ne connaissez pas Médavie. Et ensuite, je vais parler des enjeux du Nouveau-Brunswick où on a constaté un problème, où on estimait pouvoir offrir des solutions utiles. Ensuite, je parlerai du modèle et enfin, je parlerai de la prestation de cette valeur pour toute la province du Nouveau-Brunswick, à quoi ressemble le contrat, et quelles sont les promesses que nous avons faites sur le plan de la prestation de résultats qui importent pour la province. Alors, Médavie, une petite amorce, est une organisation qui compte 3 filiales. Médavie Croix-Bleue, qui est une organisation d'avantages sociaux, sanitaires et dentaires de l'Ontario vers l'Est. La majorité des activités sont dans les maritimes. On a 4 milliards de réclamations à gérer environ par année. Et on gère aussi de grands systèmes gouvernementaux comme celui de la Nouvelle-Écosse pour les anciens combattants du Canada et un programme de réfugiés du gouvernement fédéral également. Nous sommes... Bon, la deuxième organisation est Services de santé Médavie, dont je parlerai dans un petit instant. Et une chose qu'il faut retenir, c'est la troisième organisation, la Fondation de santé Médavie. Nous sommes une organisation sans but lucratif. Donc, vous payez un dividende social pour aider la Fondation tous les ans, de sorte que celle-ci puisse
travailler au syndrome post-traumatique, au diabète et à la santé mentale chez les enfants. Alors, Medavie a été créé au départ pour offrir des soins d'ambulancier en 1990. Maintenant, nous offrons des services à l'échelle de la province. Nous gérons le système d'ambulancier pour le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, mais nous avons aussi des contrats dans d'autres provinces. Nous avons une école de formation des ambulanciers qui peuvent être employés partout, mais on le fait aussi pour la Défense nationale du Canada. Et plus récemment, on s'est intéressé aux solutions en soins de santé primaires, plus précisément au Nouveau-Brunswick, ainsi que la solution de télésanté 8 à 1. Alors, nous embauchons environ 4500 cliniciens dans 6 provinces et un des moyens par lesquels l'organisation s'est démarquée, si je reviens à l'emploi des ambulanciers, on a eu de la chance d'avoir des clients visionnaires dans les années 90 dans le ministère de la Santé pour lequel on travaillait. Dans le cas de la Nouvelle-Écosse, ils ont compris qu'il y avait l'occasion de se servir des ambulanciers en dehors du contexte des urgences. Ils avaient évidemment une expertise clinique dans le domaine des urgences, mais on savait qu'ils avaient des compétences cliniques qui pourraient servir à d'autres fins. Alors, je vais vous présenter quelques exemples ici. Un serait le programme paramédical de soins prolongés pour la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan, où les ambulanciers sont dans les foyers de soins de longue durée, en ambulance, où ils peuvent gérer les enjeux peu urgents au chevet du patient, ce qui réduit les visites aux urgences de 74 %. Le reste des visites sont des visites prévues à l'avance. Par exemple, si quelqu'un s'est cassé un poignet, on peut organiser son transport assez rapidement et tout prévoir à l'avance avant donc son arrivée dans les salles d'urgence. Donc, ce qui fait que les services d'urgence sont moins occupés, moins achalandés, mais c'est également une question de qualité de vie pour les personnes qui vivent en établissement de soins de longue durée. Tout à droite de l'écran, vous avez aussi le programme de soins palliatifs que nous avons lancé en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard. Nous allons élargir la portée de ce programme pour tous les ambulanciers de ces provinces. On leur a donné une formation en soins palliatifs. Donc, après les heures de travail et le week-end, on gère beaucoup des enjeux, que ce soit gestion de la douleur, problèmes respiratoires au chevet du patient. Ce sont des chiffres précoces, mais on a réduit le nombre de transports de 35 %. Mais on pense que c'est déjà plutôt 50 %. Et on est très fiers. C'est un des modèles dont se sert de la FCISS dans un projet collaboratif pan-canadien, de sorte que l'on se servira davantage des ambulanciers afin de maintenir les gens dans leur domicile. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'organisme s'est beaucoup concentré sur la prestation de soins primaires de manière innovante dans la communauté. Et nous avons un bilan qui remonte à il y a 20 ans. Maintenant, si vous regardez le Nouveau-Brunswick a également le programme extramural qui est très innovant. Le programme extramural est souvent décrit comme l'hôpital sans murs ou les soins de santé sans murs. Et si vous pensez à une organisation de soins infirmiers dans votre instance, beaucoup de ces choses relèveraient de ces services. On a 9, 10, peut-être 11 types de cliniciens, beaucoup de médecins, mais aussi de soins infirmiers, donc des infirmiers, infirmières, mais également des ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc. Donc, il s'agit d'offrir des services dans la communauté ou dans le domicile des gens, d'offrir une bonne alternative aux soins de longue durée, de réduire les visites aux urgences et certainement les réadmissions, de faciliter des congés rapides pour les patients et d'aider les patients à vivre avec la plus grande autonomie possible chez eux et en santé. Alors, nous avons un certain nombre de cliniciens et de prestataires de services qui travaillent très fort et très étroitement des soins actifs aux soins palliatifs, au suivi de soutien et aux services de réadaptation. Je crois que nous avons environ 1 millier d'infirmières et infirmiers. Cette organisation a la responsabilité exclusive des soins cliniques à domicile au Nouveau-Brunswick. Maintenant, si vous regardez le Nouveau-Brunswick lui-même,
Il a toute une série de problèmes qui vous seront familiers, où vous travaillez, car ils ne sont pas uniques, mais le Nouveau-Brunswick a une population très vieillissante. Elle vieillit rapidement. Donc, un bon nombre des tendances que vous constatez ailleurs sont exacerbées au Nouveau-Brunswick. Donc, un taux très élevé de maladies chroniques, le taux le plus élevé de jours patients à un autre niveau de soins au pays. Et donc, il faut trouver un autre moyen de faire des gains d'efficacité, de capacité dans le système. Nous savions qu'il y avait des variations dans les niveaux de service selon les régions. Les établissements ruraux, les régions rurales subissant les coûts de cela. Et enfin, on se disait, si on pouvait créer un système intégré pour gérer les soins dans la province, on pourrait aider la province à atteindre un grand nombre de ses objectifs pour que les gens puissent rester dans leur domicile ou au moins dans leur communauté. Alors, ce que nous avons proposé à la province, on a dit, si vous preniez 3 de ces organisations, bon, vous prenez Ambulance Nouveau-Brunswick avec ses ambulanciers, le programme extramural avec tous ses cliniciens et les services télésanté 811 et ses cliniciens, et que vous intégriez toutes ces organisations en une seule, elles seraient beaucoup plus efficaces pour offrir des soins dans la communauté, bien plus qu'elles ne pourraient l'être individuellement. Je dois dire que chacune de ces organisations a fait un travail formidable isolément. Personne ne se plaignait de la qualité des services de PME, ANB ou 811. Mais on estimait que si on pouvait les intégrer, il y aurait des avantages très importants par l'amélioration de la communication, la continuité des services et l'amélioration de la coordination des soins. Alors on s'est dit, d'abord, il faut maintenir les gens chez eux le plus longtemps possible, permettre aux gens de s'y retrouver dans le système, penser à la qualité des soins et essentiellement, avec toute une variété de cliniciens, on peut veiller maintenant à ce que les gens aient les bons soins au bon moment et dans le lieu qu'ils préfèrent. Et au bon coût pour la province, quoique ce n'était pas l'objectif. C'est un effet secondaire positif, dont je parlerai dans un petit instant. Alors, il y a une série d'avantages. Pour les patients, c'est une question d'accès, de compréhension du système, une approche proactive à leur santé. Pour le prestataire, eh bien, lui peut exercer plus près de son champ de pratique. Les bons cliniciens cherchent toujours aussi à mieux collaborer avec d'autres collègues et cette collaboration est accrue. Et pour le contribuable, il s'agit de réaliser des synergies concernant l'administration des programmes pour infléchir les coûts, mais dans ce cas-ci, dans le cas de cette province, il s'agissait surtout de renforcer la capacité du système pour faire face à cette évolution démographique dont j'ai parlé il y a un petit moment, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Si je parle maintenant des modèles contractuels, nous avons une série de modèles contractuels. Je ne pense pas qu'on puisse les décrire comme axés sur la valeur. Or, on a toujours commencé nos conversations en parlant des résultats pour le patient et du coût du cheminement du patient. Alors, sans savoir qu'éventuellement ce serait peut-être appelé programme axé sur la valeur, c'était plus ou moins les critères qu'on appliquait. Alors, tous les contrats ont des normes de rendement, un budget, des frais de gestion. Il faut qu'on soit payé pour le travail que l'on fait, évidemment, parce qu'il s'agit très souvent de contrats à très long terme. On parle d'une dizaine d'années, souvent. Il y a des périodes d'ajustement, évidemment, s'il y a des variations importantes dans les conditions environnantes. Et on essaie toujours de protéger les fonds, de les réinvestir dans le système. Ils ne passent pas aux revenus généraux, dans ce trou noir des revenus généraux. Et on veut une mesure incitative pour partager les risques avec les provinces. Maintenant, si on se concentre surtout sur ce que l'on fait avec le programme PEM, il s'agit d'un modèle, ou PME plutôt, il s'agit d'un programme qui a commencé le 1er janvier 2018, un contrat de 10 ans. On vient de terminer la première phase. Il s'agissait dans la première phase d'intégrer les programmes ANB, PME et 811. Donc, comment les mettre en commun pour trouver ces synergies pour que le modèle soit le plus efficace possible. Améliorer la continuité et la coordination des soins. Ensuite, on voulait créer un centre de coordination des services de santé qu'on appelle le centre de commandement.
Donc, c'est le cœur logistique du système ambulancier. On y a ajouté des composants de sorte que l'on puisse voir tout le spectre des soins, tout le continuum de soins dans la communauté, de sorte qu'on ait les bons cliniciens au bon endroit pour le bon patient en tout moment pour résoudre le bon problème. Il s'agit d'offrir au patient et à sa famille une approche par équipe de soins. Et la troisième phase, bon, une fois que ces choses seront en place et qu'on aura concentré nos efforts sur le maintien des gens dans leur communauté, on commencera à identifier les patients. Trouver les patients aux besoins complexes qui ne sont pas dans un programme de gestion de cas, qui n'ont pas forcément un médecin, qui entrent et sortent du système actif constamment lorsque leurs conditions chroniques ou leurs comorbidités s'exacerbent au point qu'ils n'arrivent plus à les gérer et que les situations sont très graves. Alors on pense que ce modèle dont nous disposons est assez unique au Canada. Nous n'avons pas vu de modèle similaire jusqu'à présent. Une chose que nous avons faite, en fait, c'est que nous avons partagé le risque avec la province. Lorsqu'on en a d'abord parlé avec la province, d'entrée de jeu, on a compris qu'on avait un client visionnaire. La province du Nouveau-Brunswick, le ministère de la Santé plus précisément, est très visionnaire. Il savait qu'il avait de gros problèmes sur les bras et qu'il fallait le résoudre. Ils étaient prêts à essayer un nouveau modèle avec le risque que cela présente. La province savait qu'il fallait avoir une nouvelle approche. Ils ne rechignaient pas. Dans les premières conversations, on les a eues avec le ministère de la Santé et le ministère des Finances. On savait qu'on devait aussi se rallier le ministre des Finances pour avoir un bon soutien dans le Conseil des ministres, ainsi que le ministre de la Santé pour proposer le modèle, qui présentait certains risques, je le rappelle. Et enfin, on savait qu'on devait accepter une partie de ce risque nous-mêmes. Donc, le contrat, après de longues conversations avec la province, est structuré comme suit. Nous avons 5 indicateurs très importants à mesurer avant d'être rémunérés. Et derrière ceci, il y a toute une série de mesures pour le ministère de la Santé, pour les collègues du système de soins de courte durée et pour nous-mêmes aussi, pour veiller à ce qu'on soit efficace et efficient, qu'on gère bien nos programmes. Mais s'agissant de la rémunération, on a 5 choses qu'il faut mesurer. D'abord, on veut réduire les visites aux urgences. On a une échelle mobile. On promet de diminuer les visites aux urgences dans les communautés identifiées jusqu'à 15%. Deuxième chose, d'augmenter la capacité. Comment augmenter le nombre de visites à domicile? Alors, on pense qu'on peut augmenter la capacité de 15% sans ajouter d'équivalent temps plein. Et ça se fera par une intégration plus efficiente des membres de l'équipe dans la communauté. Troisième élément, expérience des patients. Ici, on n'est pas rémunéré, mais on est pénalisé cependant. Donc, il faut maintenir une satisfaction du patient de 95% ou plus comme valeur de référence. Et en deçà de 95%, on doit payer une pénalité. Il faut également augmenter les aiguillages et travailler avec la communauté des médecins pour veiller à ce qu'ils aiguillent les patients vers ce système. Donc, il y a une certaine série de mesures ici aussi, pour que l'on sache que les médecins nous envoient des patients. Et ensuite, le temps entre l'aiguillage initial et la prestation des soins. Donc, par exemple, si vous aviez dans le passé une moyenne de 3 jours entre la demande et l'évaluation à proprement parler faite par une infirmière, on doit réduire cet aiguillage également. Nous avons aussi une mesure incitative pour économiser les coûts, c'est-à-dire qu'on partage une partie des économies avec la province, de sorte que de part et d'autre, on gère bien notre budget. Alors, nous en sommes dans notre première année. On vient de conclure la première année, en fait, et on est très heureux de dire qu'on fait de gros progrès par rapport à ces mesures. La province est très heureuse des progrès. Nous sommes heureux et nous sommes heureux aussi de pouvoir partager ces progrès avec notre secteur sans but lucratif. Et nous avons créé un nouveau modèle, à notre avis, qui a le potentiel d'améliorer la vie de dizaines de milliers de personnes au Nouveau-Brunswick qui veulent vivre de longues vies en santé dans leur domicile.
et nous sommes un excellent partenaire pour la province. Alors sur ce, je prendrai vos questions, vos observations. Merci. Bill Callery, merci. Alors, sachant que le temps est épuisé, ça fait déjà 1 heure, je sais que certains devront raccrocher. Nous allons rester en ligne pendant 5 à 10 minutes de plus avant de conclure et nous nous engageons à répondre par courriel aux questions auxquelles on ne pourra pas répondre. Et quelques petits rappels, nous enregistrons ce webinaire, nous enverrons l'enregistrement d'ici quelques jours. Et nous avons un sondage à la toute fin de ce webinaire que nous vous demandons de remplir car ceci nous permet d'éclairer les prochains webinaires. Si vous voulez entendre parler davantage de certaines choses, des choses que vous voulez constater dans les webinaires à venir, dites-le nous. Alors, nous avons quelques questions supplémentaires. Une question pour Eric, le docteur Chaduri. Je vais reformuler un peu votre question. Étant donné le paysage évolutif de la sécurité des patients, avez-vous des réflexions, Eric, par rapport à des mesures sur la sécurité des patients qui seraient axées sur la valeur? Eric Sandy. Eh bien, si on parle de satisfaction du patient, on ne le fait pas nous-mêmes. On le fait avec le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, qui est un organe indépendant et qui mesure ces facteurs. Maintenant, le rôle du patient lui-même. Nous avons des équipes de patients et proches ressources qui font partie de la majorité des processus importants. Donc, une partie de cette conversation est généralement leur expérience, leur cheminement, mais aussi les enjeux de sécurité. J'ai également dit que nous avions toute une série d'autres mesures derrière les principales. Les 5 dont j'ai parlé sont celles pour lesquelles on est rémunéré, mais en coulisses, on a un grand nombre de coulisses sur la sécurité des patients et la qualité. Donc, des choses que vous reconnaîtrez si vous êtes clinicien en ligne. Évidemment, on pourra vous donner des exemplaires de ça si vous le voulez ou les verser sur votre site web. Bill Callery, une question de suivi de Lena au ministère de la Santé de la Colombie-Britannique. Très bien que vous ayez une mesure pour la perspective du patient, mais comment mesurez-vous cette perspective du patient? Est-ce à l'aide d'un outil validé? Est-ce que c'est déclaré publiquement? Eric Sandy, eh bien, j'ai parlé du Conseil de la Santé du Nouveau-Brunswick. Il s'agit d'un processus public. Donc, cette information est disponible au public et les mesures dont on se sert sont également annuelles, donc disponibles pour le public. Nous faisons des déclarations au compte public du gouvernement tous les ans également, donc toutes ces données sont disponibles. Bill Callery, bien. En plus de la perspective du patient, on sait qu'il est important de penser à la perspective du prestataire et son expérience. Kim demande, comment obtenez-vous la rétroaction du prestataire? Eric Sandy, eh bien, nous avons des sondages de participation de nos employés, d'engagement des employés. On essaie de discuter avec eux pour avoir leur perspective lors d'entretiens. Sur le plan anecdotique, une des choses qu'on a entendues, c'est que le personnel, règle générale, est très heureux de s'intéresser exclusivement aux questions communautaires. Donc, c'est ce qui intéresse le prestataire et c'est ce qui nous intéresse aussi. Mais au-delà de l'anecdotique, nous avons, comme je le disais, des enquêtes d'engagement des employés. Bill Callery, merci. Alors Kim, j'espère que cela répond à votre question. Une autre question de Lise qui dit, vous avez parlé des besoins complexes et de la population vieillissante. Dans vos mesures de rendement, est-ce qu'il y en a certaines qui sont liées à l'expérience du patient? Et est-ce qu'il y a une mesure sur la langue de service?
Eh bien, Eric Sandy, je pense qu'il faudrait qu'on m'explique l'angle de service. Pour ce qui est de la complexité des cas, dans le cadre de notre relation avec le Nouveau-Brunswick, on s'est entendu dans notre contrat, donc au fil des 10 ans, nous allons travailler au changement des mesures, nous allons en ajouter, en modifier, veiller à ce qu'on puisse changer nos efforts pour répondre aux besoins de la province. Alors, plus on aura des patients complexes, je pense, plus on aura des mesures qui nous permettront de savoir s'il faut un peu corriger le tir. Bill Carey. Bien, merci Eric. Alors, il y avait des questions un peu plus tôt qui s'adressaient surtout à Jennifer. Nous allons faire un suivi après le webinaire auprès d'eux. Il y avait une question pour vous, Paul de Joanne, qui dit, pouvez-vous nous expliquer, nous donner un exemple de l'approvisionnement axé sur la valeur et de son inclusion dans les projets? Paul l'archevêque, eh bien, nous avons travaillé avec les gens de l'approvisionnement au ministère de la Santé et le Conseil du Trésor pour intégrer le processus d'approvisionnement fondé sur la valeur dans le processus de plan d'affaires. Alors, si vous voulez proposer quelque chose qui exige un approvisionnement, vous pouvez passer par le processus de plan d'affaires. Et si il y a une bonne adéquation, on passera dans le processus d'approvisionnement fondé sur la valeur. Par ailleurs, nous avons identifié 5 possibilités avec des entreprises qui sont des projets propices à l'approvisionnement fondé sur la valeur. Et nous travaillons avec ces projets pour les diffuser dans le système rapidement, de sorte que l'on créera des exemples précoces et des pratiques précoces sur l'approvisionnement axé sur la valeur. Alors, ce sont des exemples qui sont en cours à l'heure actuelle. Et nous espérons que dans les 3 prochains mois, on pourra présenter des exemples concrets d'approvisionnement fondés sur la valeur. Bill Carey, bien. Alors, je crois que nous allons conclure. Et je vois que Kim et peut-être Lise saisissent une observation. Alors, une dernière question de Kim. À vous, Eric. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de la présentation de ce nouveau modèle? En plus de la participation du ministre des Finances, qui est une excellente idée. Paul Sandy, eh bien, on pourrait en parler toute la journée, mais je pense qu'une des choses auxquelles il faut réfléchir, c'est que le statu quo peut être un grand adversaire. Alors, il faut vraiment penser à une raison probante de changer les méthodes actuelles. Alors, plus le changement sera important, plus vous devrez présenter un avantage important. Et de plus, nous avons indiqué d'entrée de jeu que nous croyions beaucoup en notre programme. C'est pourquoi nous avons risqué notre propre argent. Alors ça, c'est très important également. Alors je pense que si on pense à notre organisation plus précisément, il y a beaucoup d'incompréhension par rapport aux soins financés par le public et offerts par le privé. Même comme organisme sans but lucratif, l'amélioration des services de santé est notre mission. Donc il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec l'idée. Je sais qu'en Ontario, on en parle beaucoup. La majorité des provinces ont souvent eu recours au secteur privé, sans but lucratif. Dans ce cas-ci, on a beaucoup parlé du rôle d'un tiers dans la prestation des services de santé. Donc, les organisations comme les nôtres doivent réfléchir à ces questions également.
Et ensuite, je pense qu'il est très, très important de trouver quelqu'un dans le gouvernement local qui soit un champion. Vous devez trouver des visionnaires, quelqu'un qui est prêt à courir le risque et qui est vraiment passionné. Et donc, nous avons eu beaucoup de chance d'avoir ce genre de leadership ici au Nouveau-Brunswick. Bill Calloway, merci Eric. Alors, nous allons conclure maintenant ce webinaire. Merci à tous. Nous répondrons aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre pendant le webinaire. Je souhaite remercier quand même Jennifer Zelmer, Paul Larchevêque et Eric Sandy pour leur exposé. Merci à vous tous en ligne d'avoir été des nôtres pour votre excellente rétroaction, vos commentaires, vos réflexions. Et merci d'avoir partagé le travail que vous faites partout au pays. Et merci aux gens qui travaillent avec nous en coulisses, ici à la FCASS, pour que le webinaire fonctionne bien. Entre autres, Katrina, Jessica et Sheena. Sur ce, nous conclurons. Merci à tous et passez une bonne journée.